Merci Eric. Donc on enchaîne effectivement. C'est le privilège des organisateurs. On s'est gardé 20 minutes avec Fabienne alors qu'on en accorde grassement 15 aux autres intervenants. Mais c'est justement pour faire un peu rattraper le timing. Donc, on est à peu près bien dans le timing. Un tout petit peu pour vous permettre d'avoir des questions derrière. Le sujet qu'on souhaitait évoquer d'une étude qui a été menée pour le compte de la Fédération des industries nautiques qui remonte à l'année dernière, dont je présente le contexte, et puis on va rentrer dans les chiffres assez vite. Nature d'une convention de partenariat, en fait, si ça ne vous dérange pas, je ne vois pas bien non plus quand on est devant le pupitre. Donc le contexte était le suivant, signature d'une convention de partenariat. On était là en octobre 2014, et puis ça s'est traduit assez rapidement par une demande très concrète de la FIN auprès du département qui consistait à dire eh bien, on aimerait bien savoir ce qu'on pèse collectivement, quels sont les contours de la filière nautique, qui est extrêmement hétérogène, on le sait. On ne sait pas toujours où ça commence et on ne sait pas toujours où ça se termine, la filière nautique. Et c'est des éléments chiffrés, on va dire, qui sont extrêmement utiles, notamment dans le cadre des discussions que peut avoir la fédération avec les différents ministères. On était également dans le contexte, rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça, des négociations et du bras de fer sur les taxes au mouillage. On était également dans un contexte, et ça c'est Yves Lioncan qui le rappelait, le président de la FIN, notamment sur des restrictions à la navigation sur le bassin d'Arcachon autour du banc d'Arguin en particulier, où là, dans le cadre des enquêtes publiques en particulier, les commissaires enquêteurs disent aux professionnels du nautisme qui vous êtes finalement, combien vous pesez en termes d'emploi, en termes de retour économique pour le territoire. Et là, on manque d'arguments, on manque d'éléments, et c'est un phénomène qu'on constate au niveau national. Donc on peut le regretter. Bien faire, en tout cas, essayer de donner un petit peu l'exemple ou une méthodologie. Donc, méthodologie essayer d'en mesurer le poids économique, puisqu'on sait qu'il est réel sur le littoral en particulier, et puis d'avoir une méthode qui soit transposable au niveau national. Donc le département du Morbihan a été considéré comme département pilote sur ce sujet-là. Je vais peut-être demander de passer là. Bonsoir à tous. Donc avant justement de vous présenter les résultats, ce que je vous propose, c'est de vous parler de la méthodologie pour justement mieux comprendre ces résultats-là. Donc comme le disait Jean-François, nous, notre premier travail, ça a été de bien définir ce qu'était la filière nautique, puisque ce n'est pas forcément évident. Les contours ne sont pas forcément évidents à définir. Donc notre premier travail, ça a été ça, de définir ces contours de la filière. Comment on l'a fait en étudiant différentes études, en regardant ce qui se faisait dans différents observatoires en lien avec le nautisme. Et en regardant ces différentes études et ces différents travaux réalisés par les observatoires du nautisme, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait 3 grands pôles qui constituaient d'une manière générale le nautisme. Donc ces 3 grands pôles, quels sont-ils? On va avoir les industries, commerces et services nautiques. Donc là, à l'intérieur de ce pôle-là, on va retrouver toutes les activités d'architecte naval, bureau d'études, équipementier, tout ce qui va être service, maintenance, etc. Donc ça, c'est le premier pôle. Deuxième pôle, les ports de plaisance et sites de mouillage. Donc là, à l'intérieur, on va retrouver donc, tous les ports, les SMEL, donc zones de mouillage et d'équipement léger, et puis les zones de mouillage individuelles. Troisième pôle identifié, ce sont les activités nautiques. Donc là, on est sur l'ensemble des activités encadrées par les clubs et les bases nautiques. Donc ça, c'était les 3 pôles que l'on retrouvait fréquemment dans les études qu'on a pu analyser. Mais on a souhaité y ajouter un pôle supplémentaire, qui est un petit peu différent justement de ces pôles-là, puisque c'est un pôle ponctuel, et puis c'est un pôle qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans les différentes études. Donc ce pôle-là, c'est le pôle des événementiels nautiques. Donc pourquoi on a souhaité l'ajouter? Parce que justement pour mieux pouvoir le mesurer, savoir vraiment ce qui pèse sur le territoire, d'autant plus que sur le Morbihan, voilà, on est un département où on va dénombrer quand même un certain nombre d'événements nautiques avec plus de 100 événements chaque année. Donc important de l'isoler. Donc après avoir vu justement les contours du nautisme, ce qui était important, c'était de construire la méthodologie. Comment on va parvenir à mesurer justement l'impact économique du nautisme sur le département. Donc pour ça, la première chose, ça a été déjà de définir les grands indicateurs qui allaient nous permettre de mesurer cet impact économique. Donc on en a défini 5 que vous avez ici.
Donc le nombre d'établissements, de structures ou d'événements présents sur le département, le nombre d'emplois que cela génère, la masse salariale, les taxes locales, quand c'était possible de les obtenir, et puis bien sûr le chiffre d'affaires qui est généré par chacun de ces pôles-là. Donc une fois qu'on avait ces indicateurs-là, l'idée c'était donc d'aller mesurer cet impact économique à travers 3 types d'indicateurs. Ce sont les impacts en fait directs, indirects et induits. Donc l'impact direct, qu'est-ce que c'est? On va les mesurer en fait les flux et les emplois qui sont générés par les entreprises et les structures des 4 pôles qu'on a définis tout à l'heure. Ça c'est l'impact direct. Ensuite, l'impact indirect, qu'est-ce que c'est? Ça va être plusieurs choses. On va d'une part mesurer l'activité des fournisseurs et des sous-traitants, donc des entreprises de la filière nautique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va les mesurer les dépenses qui sont réalisées par les visiteurs ou les utilisateurs des 4 pôles. Donc, qu'est-ce que ça va être comme dépenses? On va par exemple mettre sur des dépenses d'hébergement ou encore de restauration pour les visiteurs qui vont se présenter sur chacun des pôles. Et troisième élément, qu'on ne rencontre pas forcément non plus dans les autres études en matière de retombées indirectes, ça a été la valorisation de l'immobilier en lien avec la présence d'un port sur une commune. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, la combinaison de ces 3 impacts-là nous permet d'avoir une vision globale des retombées économiques du nautisme sur le département. Alors, pas trop de suspense, on affiche déjà le résultat auquel on est parvenu, d'ailleurs avec un peu de surprise. Bon, le chiffre en tant que tel, on va l'expliquer en 2 mots, mais on est pratiquement à 900 millions d'euros de retombées économiques directes et indirectes du nautisme dans le Morbihan. Et encore, on n'a pas calculé les effets induits, qui est le 3e aspect. Quand on regarde les statisticiens, les gens qui font ce genre d'études, ce n'est pas forcément notre cœur de métier. En général, pour avoir les effets induits, il faut multiplier ce chiffre-là par 1,7. Les effets induits, c'est quoi? C'est les salaires qui sont distribués par vos entreprises, qui permettent à vos salariés de consommer, de faire vivre l'économie locale. Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant. Et donc, il faudrait presque le calculer, j'allais dire, dans les retombées. On n'est pas allé jusque-là. On s'est arrêté au direct et indirect. On est à pratiquement 900 millions d'euros. Et puis, donc, avec la ventilation par pôle, on va démarrer par le pôle qui vous concerne le plus directement, commerce, industrie et services. Ce qu'on appelait il y a encore peu de temps le cluster. Juste là aussi, quelques chiffres. Il y a 200 pages d'études, il y en a 30 de synthèse, et on vous en a sorti une dizaine en super synthèse. Donc on va aller très très vite. Le nombre d'établissements, si je pars du bas, 491 établissements dans le département du Morbihan. Ça pourrait paraître simple, sauf que pour établir une base d'entreprise comme celle-ci, moi j'ai 98 codes APE différents. Sur 500 entreprises, pratiquement, 491. 98 codes APE différents. Et on le voit bien d'ailleurs par rapport au poids politique, on va dire, de la filière nautique sur nos territoires. Il n'y a que 2 codes vraiment APE qui sont directement liés au nautisme, et construction de bateaux de plaisance ou entretien et réparation de bateaux de plaisance. Vous devez être entre 31 15 Z ou quelque chose comme ça pour une partie d'entre vous, pour les chantiers en tout cas. Les chantiers de négoce, ça doit être 44 64 Z, négoce en magasin spécialisé. Bon. Donc quelqu'un qui vend des pulls Angora, il a le même code APE que vous, grosso modo. Donc on a un problème déjà de reconnaissance au niveau de l'INSEE pour reconnaître les différents métiers de cette filière nautique. Donc une fois qu'on a constitué cette base avec l'ensemble de cette diversité de métiers, cet éventail qui est extrêmement large, c'est beaucoup plus simple après d'en déterminer le nombre d'emplois. Comment on a pratiqué, j'y reviendrai sur le chiffre d'affaires tout à l'heure. Comment on a pratiqué pour les emplois? Là c'est simple, on a un nouveau numéro SIRET. 2 fois par an, nous on a une convention avec l'URSSAF. 2 fois par an, on envoie le fichier, et à partir des numéros SIRET, ils sont capables de nous sortir, les effectifs, c'est-à-dire les emplois salariés et non salariés liés à ce fichier, et la masse salariale. Donc il y a à peu près 100 millions d'euros de masse salariale qui est distribuée dans le département chaque année grâce aux entreprises de la filière nautique. Donc c'est ces 100 millions de masse salariale dont je parlais tout à l'heure dans les effets induits, qui sont finalement distillés sur l'économie du territoire et qui font vivre l'ensemble du reste de l'économie départementale. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, là aussi 446 millions en direct, le chiffre d'affaires direct. Ça pourrait paraître simple, sauf que sur 500 entreprises, pour être rapide, de la base entreprise, je n'ai que la moitié de la base dont le chiffre d'affaires est renseigné. Donc ça peut paraître un petit peu étonnant. Ça ne veut pas dire que vous ne publiez pas vos comptes, enfin, vous devez le publier vos comptes, mais pour une partie des entreprises, vous savez qu'il y a des seuils en deçà desquels vous n'êtes pas obligé de publier vos comptes au greffe du tribunal. 350 000 euros de total de bilan, 700 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 salariés. Si vous répondez à 2 de ces 3 critères, vous n'êtes pas obligé de déposer vos comptes
au greffe du tribunal. Donc, et vous êtes, pour une bonne partie d'entre vous, on sait qu'il y a beaucoup de TPE dans le département du Morbihan, donc beaucoup de petites entreprises. Donc cette obligation ne vous est pas faite. Donc ça veut dire que je n'ai que 50% de mes entreprises pour lesquelles j'ai le chiffre d'affaires. Donc comme on a pratiqué, on aurait pu reventiler une moyenne générale un petit peu à la grosse, pardonnez-moi l'expression. Néanmoins, on a essayé d'affiner un petit peu avec Fabienne le dispositif. On vous a catégorié en code APE. Je vous ai dit 98 codes APE, puisque quelqu'un qui est expert maritime va pouvoir faire le même chiffre d'affaires, évidemment, que quelqu'un qui vend 15-40 pieds dans l'année. Hein. Donc, par code NAF, en fonction des codes NAF, on a fait des moyennes de chiffre d'affaires de code NAF, et en fonction de ça, on a pu reconstituer 50% des chiffres d'affaires qu'on n'avait pas en données directes. Hein. Donc, ce qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires de 446 millions d'euros. En ce qui concerne les retombées indirectes, là aussi, on est parti du principe que vous êtes des acteurs économiques, que vous achetez vos matières premières, que vous achetez du matériel, que vous achetez des services extérieurs. Et dans vos comptes de résultats, il y a effectivement une ligne achat de matières premières, et puis il y a une autre ligne autres achats et services extérieurs. Donc là, vous êtes prescripteur, vous êtes vous-même client d'autres acteurs économiques, et c'est à ce titre-là qu'on a calculé les retombées indirectes. Voilà, donc on a procédé, juste un petit exemple pour faire le détail. Achat de matières premières et ou de marchandises, là encore, ce n'est pas les mêmes taux suivant que vous soyez un chantier, un équipementier, entreprise de location ou de négoce et maintenance. Donc on a pris 4 catégories. On a regardé sur pas mal de comptes de résultats, puisqu'il y a pas mal de dossiers qu'on traite au niveau du département, notamment en matière d'aide directe, même si c'est fini. J'ai pas mal de bilans, donc on a pu sortir des ratios clés au niveau de vos comptes de résultats. Et en fonction de ça, puisqu'on avait le chiffre d'affaires, c'est une partie du chiffre d'affaires qui est consacrée à ces achats de matières ou autres achats et services extérieurs. Donc vous voyez 203 millions et 108 millions, ce qui nous permet de reconstituer nos 312 millions d'euros de retombées indirectes. Voilà. Activité nautique. Donc le deuxième pôle étudié et aussi le deuxième pôle qui pèse le plus en termes de retombées économiques, c'est celui des activités nautiques, avec au total un peu plus de 45 millions d'euros de retombées directes et indirectes. Donc on le voit là dans les deux cercles, les retombées directes sont bien plus importantes que les retombées indirectes, hein, avec un peu plus de 44 millions de retombées directes. Autre chiffre important, donc la masse salariale, un petit peu moins de 26 millions d'euros. Tout cela pour 612 emplois. Ce sont des emplois en ETP, parce que si on comptabilise le nombre d'emplois, on est à un peu plus de 1100 emplois hein, sur ce pôle activité nautique, mais qui représente seulement 112 ETP. Et le tout dans 227 établissements. Donc comment on est parvenu à ces résultats-là? Donc sur le territoire, et on a la chance d'avoir un observatoire qui s'appelle Nautisme en Bretagne, qui recueille et publie des données à l'échelle de la Bretagne et aussi. Donc on a pu travailler sur la base de ces données-là justement pour mesurer les retombées directes de ce pôle-là. Ce sont des données en fait en lien avec l'emploi, des données des ADS qui sont issues des numéros SIRET des entreprises. Donc on est vraiment sur un échantillon d'entreprises, de données. Et puis, à côté de ça, donc, Nautisme en Bretagne réalise aussi une enquête auprès de 120 prestataires nautiques, donc, qui nous a permis aussi d'avoir des données, notamment sur tout ce qui était relatif à l'économie, chiffre d'affaires, etc. Donc, on a pu compiler l'ensemble de ces données-là pour parvenir à notre résultat en termes de retombées directes. Pour ce qui était des retombées indirectes, donc là, comment on l'a déterminé ? Là, l'idée, c'était de voir un petit peu la consommation que pouvaient avoir les visiteurs ou les pratiquants d'activités nautiques. Donc là, il y avait plusieurs questions qui se posaient. La première, c'est sur ces activités nautiques, qu'est-ce qu'elles consomment et pour combien ? Donc pour la première question, quelle clientèle consomme ? Là, on avait la réponse, puisqu'effectivement, l'Observatoire de nautisme en Bretagne avait une répartition de la clientèle qui fréquente les centres nautiques et de la clientèle qui consomme dans ces centres nautiques, notamment, par exemple, les touristes. Donc sur cette question-là, on avait notre réponse. Par contre, pour ce qui est relatif au panier moyen de consommation de ces visiteurs, on n'avait pas d'éléments. Donc on a dû, de manière arbitraire, fixer un panier moyen de consommation des visiteurs de ces centres nautiques. Ce qui fait qu'on arrive en fait à une estimation des retombées indirectes qui sûrement est en dessous de la réalité, mais une estimation tout de même à 518 000 euros de retombées indirectes pour un total, je le disais tout à l'heure, de un peu plus de 45 millions d'euros de retombées directes et indirectes pour ce pôle-là.
Et on salue l'équipe de Notissement Bretagne, puisque Jean Carrois est là, président, Solène Morvan, la directrice, et Anne-Christelle Jouan, donc merci d'être là. Jean Carrois, c'était notre grand témoin l'année dernière, et il est fidèle finalement aux entretiens du nautisme, puisqu'ils sont parmi nous. Donc l'Observatoire nous a été précieux, en tout cas, pour cette partie de l'étude. Le troisième volet, ce sont les ports et sites de mouillage. Là encore, on va aller directement aux chiffres et pas trop s'attarder sur la méthode, je vais en dire deux mots. En ce qui concerne, démarrons aussi par le bas, les 24 000 places de port. Bon, il y a des données qui existent au sein des services de l'État. Je pense à la DDTM, ils sont, je crois, représentés aussi dans la salle. Donc là, on est sur les ports organisés dans le cadre de concessions portuaires, notamment pour ce qui concerne le département, c'est 49 ports départementaux, par exemple. On a les zones de mouillage et d'équipement léger, les fameuses ZMEL dans le jargon, et on a tout ce qui relève des AOT individuels, avec des gestionnaires de nature différente la plupart du temps. Donc rien que pour reconstituer ce chiffre-là, il n'existe pas forcément dans un bureau quelque part, il faut quand même le reconstituer. Même si des gestionnaires type Compagnie des Ports du Morbihan ou Cellor, qui sont également représentés ce matin, et puis certaines communes qui gèrent des ZMEL ou des AOT individuels. En ce qui concerne les emplois, c'était relativement simple. On a la chance d'avoir ces deux structures qui sont un peu atypiques d'ailleurs par rapport au reste du département, au reste de la France, puisque la Cellor et la Compagnie des Ports du Morbihan gèrent 54% de l'ensemble de ces 24 000 places, donc avec des structures organisées, sérieuses et qui ont le sens du devoir, on va dire, et du service. Donc c'est notamment les effectifs qui sont dans ces deux structures qui nous ont été donnés. Là, ils ont travaillé un petit peu à livre ouvert avec nous et en toute confiance. Donc les emplois, en fait, Compagnie des Ports et Cellor, j'ai plus exactement sur les 202, mais ça représente largement plus de la moitié. Et puis en ce qui concerne, on a difficilement reconstitué les effectifs liés notamment aux ZMEL et aux AOT individuels. Néanmoins, quand c'est une commune en régie municipale qui gère le port, bien souvent ce sont des demi-emplois qui relèvent des services techniques, avec un petit peu de temps du directeur technique, éventuellement un petit peu de temps du DGS et un petit peu de temps d'un responsable financier pour récupérer les redevances. Donc c'est à peu près un emploi et demi équivalent temps plein pour les communes gestionnaires des zones de mouillage, hors les deux principaux gestionnaires. En ce qui concerne la masse salariale, là aussi, à partir du moment où on avait les deux grosses structures qui pèsent plus de 80% de l'ensemble de cette masse salariale, les chiffres sont fiables. De même que le chiffre d'affaires, là aussi, les données qui nous ont servi à vous présenter ces chiffres-là, c'est notamment ce qui peut être annexé au conseil portuaire, puisque chaque port a son compte de résultats individualisé. Je dirais que c'est presque de la comptabilité analytique, en quelque sorte, qui est faite par port. Donc là, à partir du moment où on a les données, c'est assez facile de reconstituer le chiffre d'affaires. Et notamment, on a fait un tout petit peu dans la dentelle, ça consistait notamment à faire des ratios en fonction de la taille des ports. Un port qui a plus de 1000 places n'est pas géré de la même manière, ne fait pas le même chiffre d'affaires à la place qu'un port qui en fait 700, 500 ou moins de 400. Donc on a fait différentes tranches comme ça, avec des ratios qui divergent un peu, effectivement, suivant la nature et le nombre de places gérées. Évidemment, les services ne sont pas les mêmes, les effectifs ne sont pas les mêmes, il y a de la mutualisation qui peut être faite, etc. etc. Donc ça, c'est le chiffre globalisé qu'on vous présente. Mais une nouvelle fois, on a le détail en fonction de ces différentes tranches, port à flot ou simplement mouillage, par exemple. Les retombées indirectes, c'était le même travail. Vous êtes, en tant que gestionnaire portuaire, aussi des acteurs économiques. Vous changez les pontons, vous changez les anodes, vous achetez un matériel de manutention. Vous êtes vous-même acheteur auprès d'autres acteurs économiques. Et dans vos comptes de résultats, vous avez achats et autres services extérieurs qui représentent à peu près 9 millions d'euros à l'année. Donc là, je n'y reviens pas. C'est un chiffre qui peut expliquer de cette façon, de la même manière qu'une entreprise. Je m'arrête juste sur plus 24 de plus-value de la moyenne de l'immobilier. En fait, ça, c'est Yves Yoncan, le président de la FIN, qui nous avait orienté sur cette question-là en disant « Je suis persuadé qu'une commune qui a un port de plaisance, ça doit valoriser l'immobilier qui fait le pourtour du port, qui est sur la commune, qui dispose d'un port. » Bon, la question de base était celle-ci. On s'est un peu gratté la tête avec Fabienne pour dire comment on va essayer d'apporter cette réponse-là. Alors, finalement, c'était assez simple. On s'est rapproché de la Chambre des notaires du Morbihan, qui, eux, disposent de tous les prix de l'immobilier sur le littoral, et notamment sur les maisons d'habitation anciennes et le prix médian des maisons d'habitation anciennes sur toutes les communes littorales. Le prix médian, ce n'est pas le prix moyen. Grosso modo, sur 100 ventes de maisons sur notre littoral, c'est la vente numéro 50. C'est-à-dire qu'il y a eu autant de ventes moins chères
qu'autant de ventes au-dessus, plus cher. Hein, le prix médian n'étant pas le prix moyen. Donc on a fait des ports-tests. Là, il y en a 5 sur le slide. On a pris des communes littorales qui disposent d'un port de plaisance d'une certaine ampleur. On est allé regarder le prix de l'immobilier dans ces communes et on a comparé aux communes voisines. Là, il y a l'exemple d'Arzon, mais le plus typique, c'est la Trinité-sur-Mer, par exemple. On a comparé les prix de l'immobilier de la Trinité-sur-Mer au prix de Carnac, la commune voisine, et de Saint-Philibert, qui est juste en face, qui ont les mêmes atouts, on peut dire, du point de vue touristique, en termes d'accessibilité, d'accueil et de bassin de navigation, etc. Donc c'est les mêmes atouts, sauf que voilà, le prix de l'immobilier est 55% plus cher à la Trinité. C'était des surprises, hein. On pensait que Carnac était cher, c'est déjà cher, mais la Trinité-sur-Mer est beaucoup plus chère. Et en fait, ce phénomène-là, on le revoit dans une moindre échelle, à moindre ampleur, sur tous les autres cas de figure qu'on a pu tester, y compris le cas le plus faible, entre guillemets, la commune d'Arzal, qui a un port qui fait plus de 1000 places, et qu'on a comparé, donc la commune d'Arzal, alors je crois que c'était Camoël et Billiers, ou Camoël et Pénétin, ou Ferrel, je ne sais plus, donc les communes aussi alentours. Alors là, effectivement, je veux dire, c'est pas exactement CQFD, 4,5%, c'est pas forcément remarquable, mais quand on voit Arzon, Quiberon, l'Armor-Plage et la Trinité, c'est bien une plus-value de l'immobilier de 24% qui est accordée aux communes qui disposent d'un port de plaisance. Donc là encore, dans les 874 millions d'euros de retombées économiques, évidemment, on n'a pas compté ça, sinon on faisait 80% du PIB départemental. Hein. Monsieur Thomas, il vous reste peu de temps pour aborder également les événements nautiques, s'il vous plaît. Fabienne. On va se dépêcher. Alors, donc, le dernier pôle événementiel nautique, c'est celui qui pèse le moins en termes de retombées totales. On est à un petit peu plus de 34,5 millions d'euros de retombées directes et indirectes, avec des retombées indirectes qui sont bien plus fortes que les retombées directes. Vous voyez près de 25 millions même d'euros de retombées indirectes et un petit peu moins de 10 millions de retombées directes, où là on va être sur le budget pour une centaine d'événements sur le département. Donc c'est vrai que le pôle il pèse pas forcément beaucoup en termes de retombées, mais ce qui est important aussi, c'est l'image qu'on va avoir à travers ces événements nautiques, la notoriété que ces événements vont donner au territoire, donc bien au-delà des chiffres. D'autant plus que sur le territoire, on dénombre beaucoup d'événements. On le disait, là, 113 événements, ça va de la régate FFV, donc régate départementale, jusqu'à des événements exceptionnels, type Volvo Ocean Race par exemple. Donc, comment on a procédé là pour mesurer ces impacts directs des événements nautiques ? Donc, la première chose pour nous, ça a été déjà de recenser les événements nautiques qui sont présents sur le département. Donc, pour ça, on a contacté les différents organisateurs et financeurs de ces événements nautiques pour pouvoir connaître le budget qui était alloué à chacun de ces événements-là. Donc, pour les retombées directes, on s'est vraiment uniquement basé sur le budget. En effet, on aurait pu prendre en compte, par exemple, les recettes d'un événement nautique. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? C'était pour éviter les doublons. Par exemple, je vais prendre l'exemple du salon 1000 Sabords, où on va avoir des professionnels qui vont vendre des bateaux sur le salon. On aurait pu prendre en compte ces recettes-là. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que en fait, ces recettes-là, elles sont déjà comptabilisées dans notre premier pôle d'industrie nautique. Voilà. Donc, c'était pour éviter les doublons. On s'est uniquement basé sur le budget des événements nautiques. Donc, on arrive, comme je vous le disais tout à l'heure, à un petit peu moins de 10 millions d'euros de retombées directes. Concernant les retombées indirectes, donc là, comment on a procédé ? Un petit peu de la même manière que pour le pôle qu'on a vu tout à l'heure. L'idée, c'était de voir ce que consommaient à la fois les visiteurs et les régatiers qui étaient présents sur ces événements nautiques. Donc là, il y a pas mal d'études qui existent déjà, notamment sur certains événements, comme je pense par exemple des études sur la Volvo Ocean Race, où on avait des éléments sur les retombées indirectes. Par contre, ce n'est pas le cas de tous les événements. On ne va pas avoir forcément toujours d'études là-dessus. Donc, il a fallu en fait procéder par extrapolation. Donc, comment on a fait ? Là, on a de la même façon contacté les différents organisateurs des événements pour connaître le nombre de visiteurs, le nombre de régatiers. Et on y a affecté en fait un panier moyen de dépenses, de restauration, d'hôtellerie, etc. Ce qui nous a permis, par extrapolation, d'estimer nos retombées indirectes de ce pôle événementiel nautique à un petit peu moins de 25 millions d'euros. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà, au-delà des chiffres, ce qui n'est pas mesurable non plus, voilà, ça va être l'image et la notoriété de ce type d'événement pour le département. Oui, en plus, pour conclure sur l'aspect événement nautique, c'était une année de Volvo Ocean Race, donc effectivement, c'était un élément qui vient impacter, en termes de retombées indirectes,
considérablement ce travail. On peut passer le dernier slide. Voilà. Donc on revient sur ce résultat final pour dire que devient l'étude aujourd'hui. Eh bien, donc les conclusions, la restitution a été faite au niveau des instances de la Fédération des industries nautiques qui s'est emparée du sujet. Il y a des discussions qui ont été entamées pour cette position de cette étude au niveau national, notamment avec des contacts avec la Direction générale des entreprises au ministère des Finances. C'est en cours, je crois que ça prend un peu de temps. Et néanmoins, c'est aussi un sujet, je me tourne vers Guillaume Arnaud des Lions, mais qui sera sans doute un des sujets à l'ordre du jour de la prochaine confédération du nautisme et de la plaisance dont on va parler en fin de matinée. Donc voilà, il y aura sans doute un avenir pour cette étude-là. Merci Fabienne, merci Jean-François. On est toujours pas mal dans le timing. Je ne sais pas s'il y a des réactions à chaud. Vous pouvez les